La rivière à l'envers, chapitre 10, Pépigome. Le jour s'était à peine levé qu'Estergom vint chercher Tomek. J'ai pensé que vous ne dormiez pas, c'est pourquoi je suis venu si tôt. Ils prirent d'abord un copieux petit déjeuner, puis se rendirent à la parfumerie. Tomek n'aurait jamais imaginé qu'elle fût aussi grande. Elle employait au moins 300 personnes, presque toute la population du village, et se composait de plusieurs bâtiments. Dans le premier, on stockait les fleurs séchées que les cueilleurs avaient récoltées l'été précédent. Elles avaient conservé tout leur éclat, et c'était un émerveillement de marcher entre les cuves multicolores. Dans un autre bâtiment, on broyait, on pilait, on écrasait. Chacun mettait beaucoup de cœur à l'ouvrage, semblait-il, et on chantait pour se donner plus d'entrain encore. Le troisième bâtiment était consacré à la distillation. Les ouvriers et les ouvrières y portaient des tabliers blancs de chimistes. Et maintenant, annonça enfin Estergom avec fierté, je vous invite à pénétrer là où peu de personnes ont accès. C'est notre laboratoire secret. On y fabrique des parfums uniques au monde. Entrez, je vous prie. Ils furent accueillis par une toute jeune fille rondelette et souriante, dont le nez et les joues étaient constellés de taches de rousseur. Estergom la présenta en ces termes. Monsieur Tomek, vous avez devant vous mademoiselle Pépigome. Malgré sa jeunesse, elle est une des sommités de cette parfumerie, car de nous tous, elle possède le meilleur nez. C'est une qualité qui s'altère avec l'âge, et il est rare qu'on puisse exercer cette fonction au-delà de 40 ans. Mais Pépigome est particulièrement jeune et brillante. Quel âge avez-vous, mademoiselle ? J'ai 14 ans et 3 mois, répondit la jeune fille avec assurance. Il sembla à Tomek que 14 ans, ce n'était pas si jeune que cela, mais puisque Estergom le disait, « Mademoiselle Pépigome, reprit le vieillard, vous serait-il possible de révéler à notre ami quelques-unes des dernières trouvailles de votre équipe ?»« Avec plaisir, monsieur Estergom, je suis très honoré. Alors je vous le confie, et je vous laisse, car je dois aller préparer mon discours pour la grande fête de cet après-midi. » Pépigome entraîna Tomek dans une pièce voisine où des centaines de flacons de verre étaient alignés sur des étagères. Elle en saisit un et retira le bouchon. « Respirez, monsieur Tomek, et dites-moi ce que cela sent. » Tomek identifia un agréable parfum de citron. « Parfaitement. Et celui-ci » Tomek dut s'y reprendre à 2 fois pour reconnaître l'odeur de la mousse dans les sous-bois. « Très bien, monsieur Tomek, vous avez un nez remarquable. Mais sachez qu'à force de recherche, de tâtonnements et de mélanges divers, nous parvenons à obtenir des parfums très particuliers, très subtils. Voyons si vous saurez les reconnaître. » Malgré ses 14 ans, Pépigome arrivait à peine à l'épaule de Tomek. Elle sentait bon la verveine fraîche, et comme tous ceux du village, elle rayonnait de rondeur et de gentillesse. Tomek respira profondément le flacon qu'elle lui tendait, mais cette fois cela ne lui disait rien, vraiment rien. Il eut même l'impression que ce flacon-là ne sentait rien du tout. Au lieu de se concentrer, il se laissa distraire et se mit à rêvasser. Il se revit au bord d'un étang. C'était autrefois, du temps de ses parents. Ils avaient mangé là, mais la pluie les avait chassés. Pourquoi repensait-il à cela maintenant ? Alors, interrogea Pépigome souriant. Je ne sais pas, avoua Tomek en essayant de s'arracher à sa rêverie. Je ne sens rien, vraiment ? Et vous pensiez peut-être à toute autre chose au lieu d'y réfléchir ? Oui, c'est exactement cela, reconnut Tomek surpris. Je vous prie de m'excuser. Et pouvez-vous me dire à quoi vous pensiez justement ? Est-ce que ce n'était pas à un étang et à des gouttes de pluie ? Tomek, interloqué, fut incapable de répondre. Est-ce que cette jeune fille savait lire dans ses pensées ? Pépigome éclata de rire en le voyant aussi abasourdi. Ce parfum s'appelle première goutte de pluie sur l'étang. Ah bon ? Fit seulement Tomek. C'est étonnant, vivement, vraiment. Essayez donc celui-ci et dites-moi, proposa Pépigome en lui tendant un autre flacon. Il ne fallut pas plus de quelques secondes à Tomek pour trouver, mais c'était si bête qu'il hésitait à le dire. Une colline, des musiciens, beaucoup de monde, des chants. Bravo, s'exclama Pépigome. Mais quelque chose vous échappe encore. Sentez mieux. Tomek renifla plusieurs fois,
et la musique s'accéléra en un rythme endiablé. On dansait de tous côtés, on lançait des vivas. Oui, c'était cela, un mariage. Et les mariés, assis sur un banc au milieu de leurs amis, c'étaient eux, Tomek et Pépigome, se tenant par le bras et s'embrassant sous une pluie de pétales de fleurs. Un mariage, bredouilla Tomek en rougissant. Bravo encore, décidément vous allez bientôt prendre ma place. Ce parfum s'appelle mariage sur la colline. Voulez-vous continuer? Volontiers, répondit Tomek, qui commençait à trouver ce jeu fascinant. Il respira donc successivement les parfums que voici. Naissance d'un agneau dans la paille fraîche. Départ en voyage à l'aube. Lecture d'une lettre écrite par une personne aimée. Fabrication d'une pyramide de bâtonnets sur la table de la cuisine alors qu'il neige dehors. Et bien d'autres encore. Mais dites-moi, demanda-t-il enfin, vous ne fabriquez que des odeurs agréables? Oh oui, bien sûr, répondit Pépigome. La vie est trop courte, monsieur Tomek, pour qu'on la gaspille à de mauvaises choses. Bien sûr, approuva le garçon, et il était tout à fait de cet avis. À midi, il déjeuna en compagnie d'Estergom. Cette fois-ci, il y eut des beignets tout aussi appétissants que les crêpes. Pas étonnant que les petits parfumeurs soient si ronds, se dit Tomek. Ils ne mangent que de bonnes choses. Une fois qu'ils eurent avalé leur dessert, de délicieuses tartes à la myrtille, ils sortirent, et là, Tomek crut rêver. Au moment précis où il apparaissait en haut de l'escalier de la cantine, un seul cri jaillit de la gorge des centaines de villageois rassemblés sur la place. Hurrah! Et une musique follement gaie éclata aussitôt après. Les petits joueurs de trompette soufflaient à s'en faire éclater les joues et les tambourinèrent à se déchaîner. Un véritable carrosse attendait au bas de l'escalier, tiré par 4 poneys blancs en apparat avec leurs plumes et leurs pompons. Le toit du carrosse représentait un immense crocodile, et sous le ventre du crocodile se tenait assis le jeune Hatchigom en tenue de fête. On lui avait mis sur les épaules une tunique dorée et sur la tête un haut de fang qui lui donnait fière allure. Tomek prit place à ses côtés et le carrosse démarra. On traversa les rues du village sous les bravos et les clameurs. « Je ne mérite pas tout cela, pensait Tomek. Mais après tout, les gens avaient l'air si heureux de le fêter qu'il aurait eu mauvaise grâce à le refuser. Côté de lui, Hatchigom s'en donnait à cœur joie. Il puisait à pleine main dans un seau de confettis qu'il jetait en riant sur les spectateurs. Ils arrivèrent bientôt à l'hôtel de ville, où Estergom les attendait sur le perron. Quand le carrosse fut à l'arrêt, le vieil homme leva les bras pour obtenir le silence, et il prononça le discours suivant. « Chers amis, nous voici réunis une fois de plus pour célébrer la grande fête du réveil. Je devrais y être habitué car ce n'est pas la première, mais l'émotion me gagne à chaque fois. Auprès de nous, M. Tomek a repris vie. Auprès de nous, il a connu sa seconde naissance. Qu'il soit donc désormais, comme tous ceux et toutes celles qui l'ont précédé, notre enfant. Je n'en dirai pas plus, car je n'aime pas les longs discours, et vous non plus. Longue vie à M. Tomek, longue vie à Hatchigom qui l'a réveillé, et longue vie à vous tous, mes amis. » Là-dessus, il tira de sa poche un grand mouchoir et se moucha bruyamment. Beaucoup de spectateurs en firent autant. Les femmes pleuraient presque toutes, les hommes reniflaient, seuls les enfants criaient joyeusement « Longue vie !» parce que pour eux, tout cela n'était qu'un simple jeu. Pour clore la cérémonie, Estergom remit à Tomek une médaille sur laquelle était gravé « À Monsieur Tomek de la part des parfumeurs ». Il lui fallut dire un mot aussi, bien sûr, mais il était si ému qu'il ne put que bredouiller « Je vous remercie tous, je vous remercie du fond du cœur ». Et les applaudissements éclatèrent pour le tirer de son embarras. L'après-midi se passa dans la plus grande liesse. À tous les coins de rue, on se livrait à des jeux d'adresse ou de force. Ici, on soulevait des souches de bois. Là, on faisait tomber des pantins avec des balles de chiffon. Plus loin, on faisait la course en sac, ou bien on courait avec une cuillère de bois dans la bouche et un œuf dedans. Et partout, ce n'était que rire et bonne humeur. Le soir, après un banquet à la cantine, il y eut un bal et le cidre coula à flots. Tomek dut danser jusqu'à épuisement avec toutes les filles du village. Dès qu'il en lâchait une à la fin de la danse, une autre bondissait dans ses bras. Et Pépigome était loin d'être la dernière.
Vers minuit, il put enfin regagner sa chambre, et il se laissa tomber tout habillé sur le lit, car la tête lui tournait un peu. Mon Dieu, songea-t-il encore avant de s'endormir, quel étrange voyage je suis en train de faire, et comment pourrais-je raconter tout cela quand je serai de retour ?